en fait, on va presque passer aux travaux pratiques, hein, après l'exposé que vous venez de faire. Je vais vous présenter là un travail qui aurait dû être présenté cet après-midi, c'est vrai, mais donc je vais essayer de m'adapter à l'ordre. Donc, c'est autour de la conservation donc, de races de volailles, dont on a compris qu'elles sont anciennes, que souvent les standards n'ont été établis qu'il y a une centaine d'années, enfin, entre le 19e et puis le 20e siècle, pour tout dire, et avec peut-être une sorte de renaissance depuis quelque temps, mais enfin dans une ambiance générale qui est liée aussi à une prise de conscience de ce qu'est la biodiversité en général et de ce que la diversité génétique peut apporter. Voilà, donc ça c'est la partie qui va manquer, puisque diversité génétique, normalement, Michel Tissé-Pochard vous en parlera donc après, donc je n'insiste pas trop sur cette partie-là. Mais ce que je vais vous dire, c'est que conservation de races de volailles, c'est dans un contexte quand même général où on se rend compte qu'il faut faire cette gestion de la diversité génétique, que c'est un défi pour la production durable des ressources alimentaires à destination en particulier mais pas que, de l'homme. Voilà. Et vous pensez ce qui s'est passé à Rio, le protocole de Nagoya, tout ça, c'est vraiment cette ambiance-là dans laquelle finalement nous, citoyens du monde, nous disons, bah oui, quelle est notre responsabilité et comment faire pour ne pas accélérer des disparitions de potentiels génétiques qui seraient quand même intéressants pour la résilience, pour l'adaptation à des changements globaux et aussi à des changements locaux. Mais finalement, les premières contraintes sur la diversité génétique, alors on va se restreindre là, enfin génétique, génomique, hein, bon, c'est quand même beaucoup au niveau local la restructuration rurale et aussi l'évolution des besoins des consommateurs qui a quand même engendré finalement l'existence de lignées hyper spécialisées, bien sûr, avec un marché qui est mondialisé et donc une pression commerciale qui est très forte et qui contraint tout le monde. Mais en même temps, on a besoin de se nourrir. Voilà. Et de se nourrir de volailles et d'œufs, finalement, c'est des protéines animales qui sont pas chères, sans tabou à travers le monde. Pensez au porc, qui a d'autres tabous, par exemple, mais il y en a d'autres, et qu'on retrouve absolument partout et à tous les niveaux, j'allais dire, de développement. Alors, la diversité génétique, c'est une question qui est vaste, mais on se rend compte qu'on est capable d'avoir des petits réservoirs très dispersés dans les populations que l'on dit locales. C'est exactement la suite de ce que vous disiez tout à l'heure. Et ces petites populations, elles sont toutes exposées. Bon, celles qui ont disparu, hein, tant pis, on n'y reviendra plus. Celles qui sont encore existantes sont exposées à de grands risques qui sont d'ordre technique. Alors, tout à l'heure, on va revenir sur la question des collectifs d'éleveurs, par exemple, hein. Sur des questions sanitaires. Bon, pensons en ce moment, vous pensez à l'influenza aviaire, qui touche absolument toute l'Europe. Et sûrement pas que l'Europe, hein. Bizarrement, ça n'a pas dû s'arrêter aux portes de la Russie, hein, quand même, hein. Mais comme ce sont des petites populations, au fond, finalement, le premier risque, c'est quand même la consanguinité. Et quand on rentre dans cette spirale de la consanguinité, eh bien, assez rapidement, on va vers la disparition de la race, si on ne fait pas attention. Donc, mais cette année, finalement, les risques les plus importants, on va penser à des risques sanitaires, puisqu'on est en pleine épidémie de grippe aviaire. Voilà. Donc, évidemment, il faut au niveau général qu'il y ait des politiques pour limiter, pour conserver la diversité génétique sur ces animaux-là. Et l'objectif est d'allier à la fois ce qu'on appelle conservation ex situ en paillettes, c'est-à-dire qu'on conserve de la diversité génétique dans des cellules de reproduction qui sont conservées, c'est l'assurance, qui sont conservées en cryobanque et qu'on va être capable, en cas de besoin, de réinjecter dans des populations sur pied. Mais comme la meilleure conservation, c'est quand même la valorisation, on va aussi travailler sur la valorisation de ces races et en région centre, ça sera des races locales de la région centre. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau national, par exemple,
Et vous verrez qu'on le décline aussi au niveau international. Au niveau national, on développe une structure d'assurance, donc de conservation de cellules de reproduction que l'on met dans des cryobanques, 2 endroits différents pour ne pas avoir trop de soucis, pour pouvoir faire des réservoirs de diversité génétique. Ça, c'est une assurance. Et la France est très moteur dans ce domaine-là, en particulier le PIA, Projet d'investissement d'avenir, CRB Anime, qui est un grand réseau de centres de ressources biologiques destinés aux animaux domestiques. Sachant que ce réseau animaux domestiques, maintenant, est dans un réseau encore plus grand, où il y a aussi les végétaux, les microbes, voilà, et même des écosystèmes. Rien. Alors, donc très rapidement, je ne reviens pas là-dessus, vous l'avez là, mais j'insiste, peut-être que Michel cet après-midi reparlera de ça. Hein. C'est juste pour vous dire qu'au niveau volaille, on a maintenant, au niveau de ce réseau national, déjà un certain nombre de ressources qui ont pu être conservées. Beaucoup sous forme de semences, parce que la semence, c'est quand même assez facile à prélever, assez facile, enfin bref. En tout cas, c'est pas du tout invasif, ça gêne pas du tout les animaux, et finalement, ça suffit bien quand ici il s'agit à terme de réinjecter de la diversité génétique sur des animaux sur pied. On fait une insémination, et voilà, pas de souci. Mais voilà. Donc, en ce moment, on a déjà une quarantaine de races de l'espèce Gallus gallus, c'est poule-coq. C'est poule, voilà. Il y a aussi des races de canards de Barbarie, des races de canards pékins. Donc, vous savez que ces 2 espèces, canards de Barbarie et canards pékins, sont quand même des espèces assez éloignées en termes de famille, d'accord ? Aussi, loi des Landes, c'est loi grise des Landes, c'est pas loi de Toulouse, elle manque, celle-là pour l'instant. Et des pintades, 2 races de pintades, pour l'instant. C'est ce qu'il y a. Donc voilà, vous avez le statut en 2007 de la cryobanque nationale. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous décliner. Alors, comme je vous l'ai dit, on allie cette assurance avec de la conservation sur pied. Là, vous avez quelques beaux exemples d'animaux que l'on a choisis en région centre pour essayer de les maintenir sur pied et de les valoriser. Et donc, j'en arrive au projet régional qui s'appelle Val-Biodi. C'est un projet qu'on a fait entre 2012 et 2016, qui a consisté à challenger, quand même un challenge, une sécurisation dynamique de races de volailles. Donc ça, 3 partenaires, l'INRA, l'URGC, l'Union des ressources génétiques de la région centre, alors je crois qu'il y a Cécile Massé dans la salle, qui le représente, là, au fond, et le CISAF, Syndicat des sélectionneurs avicoles français, représenté par Daniel Guéméné. Et pour cela, nous avons également été soutenus largement par des financements de la région centre. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? On s'est attaqué d'abord, urgence, à la sécurisation de 4 races locales. Je vous parlerai après, je vous montrerai après les choix qu'on a faits. Par d'abord aller vers une gestion génétique plus optimisée des animaux sur pied, parce que c'est quand même l'idée, c'est quand même de les avoir le plus possible sur pied. Bon. Et puis par la constitution de cette assurance que sont les réservoirs génétiques que l'on met en cryobanque. Et pour cela, on a agi sur la conservation via la semence, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, comme chez les oiseaux, on n'est pas capable d'avoir de la congélation d'embryons, et que finalement, conserver la semence, il manque quand même un gène, enfin un chromosome, qui est le chromosome W, parce que chez les oiseaux, c'est la femelle qui est hétérogamétique, c'est-à-dire qui porte des gènes sexuels différents, des chromosomes sexuels différents, Z et W. Il faut trouver une autre solution. Et comme on ne peut pas faire la congélation d'embryons, eh bien, il y a un autre système qui constitue à conserver des cellules de reproduction pas du tout encore différenciées, que l'on prend très tôt dans l'embryon, que l'on va mettre en cryobanque et qu'ensuite on sera capable de réintroduire dans un embryon receveur qui, à l'âge adulte, pourra exprimer la génétique de l'animal donneur.
Donc vous voyez que ça, c'est beaucoup plus risqué. Et c'est pour ça que dans les cryobanques, il y aura toujours beaucoup plus de spermatozoïdes que d'autres types, en tout cas chez les oiseaux, mais que malgré tout, il faut pouvoir penser à tout challenger. Et puis, valoriser les races. Donc c'est ça peut-être qui nous a le plus amusé, intéressé. Et pour cela, nous avons, et ça c'était la principale tâche de l'URGC, visé à accompagner le développement, à partir de ces races-là, de marchés dits de niche, pour l'instant, en circuit court. Sans perdre l'idée qu'un marché de niche, de temps en temps, il peut même aller à l'international, hein, si ça peut intéresser, ça arrive. Voilà, donc, le choix des races. Alors les volailles, c'est vrai qu'il y a une dizaine peut-être, en gros, d'espèces qui sont domestiquées, mais bon, en région centre, on a au moins 4, plus d'ailleurs, on en a plus. Mais enfin, on s'est limité à essayer de travailler sur 4 espèces différentes. Bah oui, c'est un challenge, et essayer de prendre une race par espèce. Mais nous avons essayé de choisir des races qui avaient un potentiel. Alors, ça a été race régionale. Alors, la noire du Berry, et non pas la géline de Touraine, parce que la géline de Touraine, il y a eu déjà beaucoup d'actions de fait, et que maintenant, on peut constater que finalement, l'expérience n'a pas pu aller jusqu'au bout pour des raisons qu'on a pu identifier. Donc, on est parti de la poule noire du Berry, qui profitait d'une implantation locale bien forte, avec un bain culturel très important en Berry, et une filière qui était déjà naissante. Donc ça, on va dire, c'est ce qu'on pensait être le plus facile, on va dire. Chez la dinde, alors là, on n'y avait pas pensé tout de suite, puis on s'est rendu compte que la dinde de Sologne, ben c'était aussi c'est vraiment une race qui d'ailleurs a été reconstruite il y a au début du XXe siècle, mais qui a un potentiel de développement assez important, parce qu'il y a une offre. L'offre de dinde de Sologne pour la dinde de Noël. Alors là, c'est le cas le plus extrême. On va dire c'est le cas qu'on considère comme perdu au démarrage, où il n'y a plus que 10 animaux. Mais bon, devant l'urgence, 10 animaux, on se dit, bah tant pis, hein, on peut essayer, ça fera le cas extrême. La noire du Berry, où déjà il y a une filière qui est en train de se faire, et la dinde de Sologne, pour lequel, bah là, c'est le cas désespéré, et si on peut faire quelque chose, on va le faire, sinon c'est pas grave. On a aussi repéré l'oie de Touraine. Alors l'oie de Touraine, ça partait pas si mal, parce qu'il y a une production d'oie de Touraine qui est relativement importante en Touraine. Bon, on verrait qu'après, peut-être que ça n'a pas été aussi simple que prévu. Et puis parce que nous sommes des incorrigibles expérimentateurs, nous savions que, vous savez que la pintade, c'est pas du tout originaire de France, hein. Bon, ok. Mais depuis, enfin il y a quand même le pintado de la Drôme, hein, malgré tout. Et puis depuis 70 ans, la région centre héberge à Amboise une société qui a des races en conservatoire. Des races, enfin des lignées, c'était des lignées à ce moment-là. Et c'est, enfin races lignées, parfois c'est pas facile d'avoir la différence. En tout cas une génétique bien identifiée, et que ces races allaient être éliminées à cause du changement de direction de l'entreprise. Alors on s'est dit, hop, essayons de voir si on ne peut pas faire quelque chose avec ça. Alors, je vais essayer d'aller plus rapidement. Donc, plusieurs étapes qui vont de l'identification, d'abord identifier dans les élevages qu'est-ce qu'on a et avec quel éleveur on est capable de travailler. Est-ce qu'il y a des problèmes sanitaires? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ensuite, le CISAF a mis au point des programmes qui permettent de gérer beaucoup mieux la génétique de ces animaux, même si ce sont des animaux en petite population. En étape 3, on a fait la conservation donc, de cellules de reproduction, donc ça c'est la partie assurance. Et la 4e étape, c'est la valorisation. Alors rapidement, regardez les races d'abord dans leurs élevages pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, d'abord, on a eu énormément de chance, c'est que sur les 4 races que nous avions prévues, elles n'avaient pas de problème sanitaire majeur. C'est très bien. Voilà, donc quand même des races assez rustiques probablement, et c'est une grande chance. Alors, ensuite, choix des éleveurs. Bon, voilà, un certain nombre pour chacune des races. OK. Mais
Observation ensuite des capacités des races elles-mêmes. Et alors là, les races ont des capacités de gestion extrêmement contrastées. Bon, alors, je vous ai dit que chez la dinde de Soliol, uniquement 10 animaux. Mais ce n'est pas le problème le plus majeur. S'il n'y a que 10 animaux, c'est parce que la reproduction est très très mauvaise. Donc, pas possible de faire de tri. Bon, et on est parti avec ces 10 animaux qu'on avait là. Par contraste, chez la Noire du Berry, il y avait déjà une production de 10 000 poulets par an en 2013. Alors, ensuite, la Noire du Berry, c'est une race que l'on qualifie de mixte, c'est-à-dire qu'elle a aussi des taux de ponte qui sont bons, très bons, à 80%. Donc, on peut les mettre sur un marché d'œufs de consommation, comme sur un marché de volailles, de volailles gastronomiques, en termes de viande. Ça, c'est très intéressant. La croissance est lente, et donc le poulet, l'abattage de poulet, c'est à 150 jours. Bon, ça, c'est une constante que vous allez retrouver pour les autres races aussi. Les 3 autres races, ce sont vraiment des races chères. Alors, c'est une autre façon de dire que la production n'est pas formidable et que le nombre d'œufs pondus n'est pas extraordinaire en quantité. Voilà. Mais elles ont aussi des typicités qui sont vraiment très particulières en termes de goût et très intéressantes. Voilà. En gros, la consommation, c'est en général à 6 mois pour la plupart. Alors, sur la durée, malheureusement, on a eu une défaillance des éleveurs d'oies de Touraine, et ce qui nous a obligés d'abandonner, au bout de 2 années, l'action sur la Touraine. Enfin, on a quand même fait de la conservation, mais on n'a pas continué parce que le collectif d'éleveurs n'était pas solide, n'était pas volontaire, n'avait pas envie de travailler avec les autres. Donc, ce qui met le point sur la question de je mets robustesse, attention, ce n'est pas biologique, mais de la solidité du collectif d'éleveurs, et vous allez voir que c'est un problème qui est récurrent et que c'est toujours... On va continuer. Donc, étape 2, mise en place d'outils de programmes optimisés pour la gestion d'animaux sur pied en petite population. Donc là, je vais passer quand même très très vite, mais on pourra y revenir en discutant avec le CISAF. Donc ça a été fait à partir d'un algorithme particulier qui s'appelle recueil stimulé. Voilà. Mais on y reviendra si vous avez des questions précises. Étape 3, conservation, donc partie assurance. Donc partie assurance, comme je vous l'ai dit, 2 types d'outils principaux, la semence et puis les cellules germinales primordiales que l'on prend dans l'embryon. Donc on a pu réaliser 3 collections de semences. La Noire du Berry, bien sûr. Alors la pintade que l'on a appelée perle noire. L'oie de Touraine, on a pu le faire avant d'avoir des problèmes avec le collectif d'éleveurs. Par contre, pour la dinde de Sologne, il n'y avait franchement pas assez d'animaux. Et donc, on reporte ça à un peu plus tard, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une collection assez large pour qu'elle puisse avoir une certaine utilité en termes de diversité génétique. Donc d'abord, il faut faire se reproduire sur pied les familles, qu'elles se diversifient un peu, et à ce moment-là, on pourra se reposer la question de conserver de façon utile en cryobanque nationale. Et donc, on a créé dans ce projet la première collection nationale française de cellules germinales primordiales embryonnaires et en cryobanque. Et ça, c'est pour la noire c'est à partir de la race Noire du Berry. Donc voilà, donc sur le deuxième point, la partie cellules germinales primordiales, donc cellules de reproduction que l'on met en cryobanque. Donc ça, c'était un des challenges. En 2 minutes, je vais essayer de vous dire quand même quel est le principe. On prélève dans un embryon qui a 2 jours des cellules de reproduction qui ne sont pas encore différenciées. On les multiplie parce qu'il y en a très peu à ce stade-là. On les multiplie en laboratoire, puis on les cryopréserve, puis on les met en cryobanque, voilà, c'est parfait. Et plus tard, pour qu'elles puissent exprimer dans un animal hôte les gènes de l'animal donneur, on va les réinjecter dans un autre embryon, voilà, qui va naître, etc. Alors voilà, donc c'est la première collection qu'on a faite dans ce projet. Et alors maintenant, la partie valorisation des races. Donc, il s'agissait de mettre en place, ou bien de consolider quand elles existaient déjà, une démarche de valorisation qui sont, et vous allez voir, c'est forcément spécifique à chaque race. Alors,
Le premier point a cerné les attentes des consommateurs. Donc on a vraiment cerné pour l'instant le circuit court. Donc ce qui s'est avéré, c'est que les créneaux sont de deux ordres. Le créneau vraiment gastronomique, quand il y a une grosse valeur ajoutée au niveau gustatif. Et un deuxième niveau, ça va être un niveau, j'allais dire, culturel et terroir. Donc là, il y a peut-être des études à faire en sciences sociales là-dessus. Et là, à la limite, ce n'est pas forcément des gens qui ont un gros pouvoir d'achat qui atteignent là. C'est vraiment la partie dynamique, je veux valoriser ce qui est en circuit court. J'ai confiance. C'est la confiance des personnes dans les circuits qu'on leur propose. Alors, on a aussi mis en place une méthodologie de création de ce que l'on appelait une filière courte, on pourra dire des micro-filières. Ça, c'était le travail de l'URGC principalement. Avec un gros point, puisqu'on a eu ce problème avec la Touraine, mais qu'on savait qu'il avait déjà existé préalablement avec la Géline de Touraine, c'est la formation d'un collectif d'éleveurs avec des valeurs partagées. Parce que tant qu'il n'y a qu'un seul éleveur, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais en termes de renouvellement, si on veut pouvoir assurer une évolution, un seul éleveur, c'est tout à fait pas suffisant. Il faut un collectif. Et il faut que ce collectif puisse s'entendre sur quel produit et avec quel standard de produit. Et c'est quelque chose pour lequel la noire du Berry nous a vraiment servi de standard de départ parce que on s'est rendu compte que les consommateurs étaient très attachés au standard du produit proposé, en termes de viande par exemple, y compris la présentation et toutes les caractéristiques du produit. Alors, définition des règles de fonctionnement du collectif d'éleveurs, analyse SWOT, bien sûr, et puis plan d'action en 4 axes, conduite d'élevage, qui s'accompagne d'une étude du profil socio-culturel des éleveurs, plus que 2 minutes, il faut que je avance, définition des produits, on a déjà un peu parlé, et puis aussi, ne pas oublier, définition du modèle économique de la microfilière. Voilà. Alors, du coup, on a pu avoir cette progression des microfilières, puisque, à part la loi de Touraine, pour lequel on dit que c'est une veille, on y reviendra quand on sera capable de mieux travailler avec un collectif d'éleveurs. Il y a quand même une expérimentation qui est en cours pour une potentielle filière sur la dinde de Sologne, avec 1000 dindes prévues en 2007, quand même, bien qu'on soit très loin de tout, mais l'offre y est. Une consolidation réelle de la filière noire du Berry, qui passe de 10 000 poulets en 2013 à 16 000 en 2016, avec identification de toute une nouvelle série de services. Et une conséquence non prévue, c'est la création de la filière poule de contre. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Ce n'est pas du tout le même phénotype que la noire du Berry. Mais les éleveurs de noire du Berry et d'autres se sont révélés vouloir aller sur la poule de contre. On ne les a pas empêchés et on a créé la filière. Création de la filière perle noire, ça c'est la pintade. Alors celle-là, celle de notre challenge, on se dit, oui, 70 ans, c'est pas très vieux, mais ça rentre dans une... Et puis en plus, du coup, on l'a sauvée. Et alors là, quelque chose qui marche du feu de Dieu, puisqu'on est parti de zéro, bien sûr, en 2015, création de la filière en 2015, 6 000 patados en 2015, 12 500 en 2016, et une grosse évolution prévue en 2017. Après, c'est les relations avec l'entreprise qu'il faut jouer. Donc finalement, et des richesses économiques qui ont été évaluées, avec un chiffre d'affaires de 780 000 € en 2015 et une prévision, qu'on espère, à 3 millions en 2020, à condition de soutenir le dynamisme. Et là, l'action publique va rester importante. Donc là, l'URGC continue à faire son travail, mais il y a encore un levier qu'on voudrait agiter, c'est l'activation par la région de la PRMA, donc c'est un processus européen qui est validé au niveau national, mais qui n'est pas encore validé au niveau régional. C'est un processus de soutien aux races avicoles. Donc ça, c'est une action politique. En conclusion, pour nous, c'est un pari gagnant, ce projet, puisque à la fois on a fait de la conservation, mais également impulsé une dynamique pour la création de microfilières, pour laquelle, je vous rappelle, que l'offre est toujours présente. Et finalement, c'est la demande qui a toujours du mal à suivre. Voilà. Et ça s'inscrit dans une dimension qui va jusqu'à l'international,
Et ben voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dépassé de mon temps. Merci de votre attention.